sont les titres de l'actualité ce lundi 10 septembre. Au Soudan, le président Omar el-Béchir a limogé. L'intégralité de son gouvernement est nommée un nouveau Premier ministre. Au moins 6 personnes ont été tuées ce lundi dans un attentat à la voiture piégée revendiqué par les islamistes Shebab, visant un bâtiment officiel dans la capitale Mogadiscio. Et puis la guérilla colombienne de l'armée de libération nationale a jugé ce lundi inacceptable les conditions posées par le président Ivan Duque pour la reprise à Cuba de pourparlers de paix. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Les résultats du premier tour des élections législatives, régionales et municipales en Mauritanie entraînent des grincements de dents. Les partis de l'opposition dénoncent une mascarade électorale et des élections calamiteuses. La proclamation des résultats l'a bien indiqué. Le parti au pouvoir en Mauritanie était largement en tête au premier tour des élections du 1er septembre, loin devant les islamistes et l'opposition radicale. Mais cette dernière a dénoncé dimanche une mascarade électorale. Sur 157 sièges de députés en jeu, dont 131 ont été pourvus au premier tour, le parti au pouvoir en a eu 67 contre 14 pour le parti islamiste, représenté dans l'Assemblée sortante avec 16 députés. Élections calamiteuses du point de vue de leur organisation, du point de vue de leur déroulement. D'abord parce que la CENI elle-même, qui avait été constituée dans des conditions que l'on sait, c'est-à-dire dans des conditions totalement unilatérales, dans l'opacité la plus complète, et dont le recrutement des membres s'est fait sur des bases les plus incroyables, claniques, tribales, ethniques, personnelles, etc., sans aucune référence à quelque compétence que ce soit. Le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tawassoul, a réalisé un score encourageant. Il a arraché cette position honorable malgré les irrégularités constatées dans l'opération de vote. Malgré tout cela, nous sommes aujourd'hui en deuxième position au plan politique et électoral. Ce scrutin, à moins d'un an de la présidentielle de mi-2019, est un test pour l'opposition et l'UPR, dirigée par le président Mohamed Ould Abdelaziz. Malgré des craintes de report en raison du retard dans la publication des résultats, le second tour était maintenu le 15 septembre pour élire 22 députés. Le scrutin du 15 septembre doit également départager les partis dans 9 conseils régionaux et 111 communes, selon la CENI. Limogeage de l'intégralité du gouvernement soudanais, ainsi en a décidé le président Omar el-Béchir, qui a nommé un nouveau Premier ministre chargé de former un gouvernement resserré. L'objectif est de faire face à la crise économique qui frappe le Soudan. La situation économique du Soudan est l'une des plus grandes préoccupations du président Omar el-Béchir. Sa décision de congédier l'ensemble des 31 membres du gouvernement a été approuvée par les dirigeants du parti du Congrès national au pouvoir. C'était lors d'une réunion nocturne. De 31, le portefeuille passera donc à 21 membres. Moutas Moussa Abdallah, qui était ministre de l'Irrigation dans le cabinet sortant, a été nommé Premier ministre. Bakri Hassan Saleh, ancien Premier ministre, continuera à être le premier vice-président. Le communiqué de la présidence indique que le président Omar el-Béchir va former un nouveau gouvernement qui pourra, une fois encore, apporter de l'espoir au peuple soudanais. En effet, la situation économique du Soudan ne cesse de se détériorer en dépit de la levée, en octobre 2014, des sanctions imposées depuis 20 ans par Washington. Le pays fait face à une inflation de plus de 65%. La livre soudanaise a plongé face au dollar américain et le taux des denrées alimentaires et d'autres produits a plus que doublé au cours de l'année écoulée. En août, le NCP, parti au pouvoir, a désigné Omar el-Béchir candidat à la présidentielle de 2020 pour un 3e mandat, malgré les restrictions stipulées. Signature de l'accord de paix entre belligérants sud-soudanais. Le président Salva Kiir et son opposant Riek Machar passeront officiellement à l'acte lors d'un sommet en Éthiopie le 12 septembre prochain.
Cet accord qui doit mettre fin à la guerre civile ensanglantant le Soudan du Sud depuis 5 ans a été négocié pendant des semaines entre les différentes parties prenantes lors de discussions à Khartoum. C'est à Addis Abeba qu'aura lieu la signature de l'accord. Ce sera lors d'un sommet réunissant des dirigeants d'Afrique de l'Est. D'intenses discussions ont eu lieu entre les dirigeants de l'IGAD à Pékin. C'est alors qu'il a été décidé d'organiser un sommet le 12 septembre à Addis Abeba. L'IGAD regroupe 8 pays, dont le Soudan, et a lancé la dernière initiative en date censée mettre fin au conflit sud-soudanais. Le conflit au Soudan du Sud a fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire majeure. Plusieurs autres accords ont déjà été signés, dont un cessez-le-feu permanent et un texte prévoyant le partage du pouvoir. Il prévoit entre autres le retour de Riek Machar, exilé depuis août 2016, pour occuper le poste de premier vice-président dans un gouvernement d'union nationale. Notons que plusieurs accords de paix ont auparavant été signés entre ces deux dirigeants, mais aucun n'a tenu dans la durée. Je le disais en titre, en Somalie, une voiture piégée a explosé devant un bâtiment officiel ce lundi dans la capitale Mogadiscio. L'explosion a détruit des immeubles et fait au moins 6 morts. L'explosion survenue ce lundi devant un bâtiment officiel dans la capitale Mogadiscio a été provoquée par une voiture remplie d'explosifs qui visait le quartier général du district de Odan. Des immeubles ont été détruits dans cette explosion qui a fait un nombre encore indéterminé de victimes. Selon un policier, le véhicule a d'abord foncé sur un barrage avant d'exploser. Une colonne de fumée était visible au-dessus du lieu de l'explosion où des secouristes et des civils fouillaient les décombres des bâtiments effondrés, dont une mosquée. En Libye, des hommes armés ont attaqué ce lundi le siège de la Compagnie nationale de pétrole à Tripoli. Selon des témoignages recueillis, l'attaque a fait des victimes. Situé près du centre de la capitale libyenne, le siège de la Compagnie nationale de pétrole a été attaqué par des hommes armés cagoulés qui, bien avant l'attaque, ont échangé des tirs avec des gardes. Selon Ahmed Ben Salem, un porte-parole de la force Al-Reda, un groupe armé qui fait office de police à Tripoli, les services de sécurité sont en train de chercher les hommes armés dans le bâtiment. Mais la priorité est d'évacuer les civils coincés à l'intérieur. Et ce, même si aucune information n'était disponible sur l'existence ou non de victimes de l'attaque. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée jusqu'ici, intervient 4 mois après celle revendiquée par le groupe État islamique contre la Haute Commission électorale qui avait fait 14 morts. Ce journal se poursuit. L'ONU a dénoncé ce dimanche la confirmation en appel par la justice égyptienne de la condamnation à mort de 75 personnes, dont des chefs islamistes. L'Organisation des Nations Unies a par ailleurs appelé à revoir le verdict qu'elle qualifie d'injuste. Les précisions dans cet élément. La justice égyptienne a confirmé en appel la condamnation à la peine capitale de 75 personnes. Un verdict qui n'est pas du goût des Nations Unies, qui dénonce une injustice et le non-respect des principes internationaux de justice par l'Égypte. L'organisation appelle donc le pays à revoir la sentence. Parmi les 75 condamnés à mort, des dirigeants des frères musulmans. Il s'agit là d'un des plus grands procès de masse depuis la révolte ayant secoué l'Égypte en 2011. 47 autres personnes ont été condamnées à la perpétuité, 374 à 15 années de prison, 22 mineurs à 10 ans de prison et 215 ont été condamnés à 5 années de prison. Elles peuvent toutefois encore faire appel. En tout, 739 personnes étaient jugées ce samedi, accusées pour la plupart d'avoir tué des policiers ou d'avoir vandalisé des biens publics en août 2013 lors d'émeutes au Caire. Après l'éviction en juillet 2013 par l'armée de Mohamed Morsi, membre des frères musulmans et premier président élu démocratiquement en Égypte, le pays avait connu plusieurs mois de violence durant lesquels les forces de sécurité ont réprimé dans le sang les rassemblements de ses partisans.
À Madagascar, une bousculade a fait au moins un mort et une quarantaine de blessés ce dimanche. C'était devant un stade de la capitale malgache, Antananarivo. La bousculade survenue avant un match de football très attendu entre l'équipe nationale de Madagascar et celle du Sénégal a fait au moins un mort et une quarantaine de blessés ce dimanche. Le mouvement de foule s'est produit à l'entrée du stade de Mahamassina, 2 bonnes heures avant le coup d'envoi de cette rencontre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. Mon corps a été piétiné. J'ai très mal aux côtes. Nous étions plusieurs à terre. Nous-mêmes, nous écrasions d'autres personnes. Mais heureusement, mon neveu à côté de moi a donné des coups de pied à la foule derrière nous. S'il n'avait pas fait ça, on était morts. Il n'y avait qu'un seul guichet d'ouvert pour acheter les billets. Les gens se sont accumulés. Puis, il n'y avait que 2 accès pour entrer dans le stade. Ça ne suffit pas. Ceux qui n'avaient pas de billets ont voulu forcer l'entrée parce que le guichet n'arrivait pas à suivre le flux d'entrée. Il y a eu quand même quelques scalps. Il y a eu quand même quelques scalps qu'on a dû coudre. Il y a eu des fractures aussi. Et alors, à ce moment-là, les traumatismes au niveau abdominal, au niveau thoracique, mais aussi au niveau encéphalique. Malgré l'incident, le football a rapidement repris ses droits. Le match entre l'équipe nationale de Madagascar et celle du Sénégal s'est joué normalement et a été sanctionné par un score de 2 buts partout. Et puis, hors du continent africain, les conditions posées par le président Ivan Duque pour la reprise à Cuba de pourparlers de paix sont inacceptables. C'est la conclusion de la guérilla colombienne de l'armée de libération nationale. Elle accuse le chef de l'État de mettre fin au processus. Dans le 7 août à Juan Manuel Santos, Ivan Duque s'était fixé un délai d'1 mois pour se prononcer sur les pourparlers avec l'ELN menés à Cuba, lesquels pourparlers avaient été suspendus sous le précédent gouvernement. Ce délai a expiré vendredi. Les négociateurs de l'ELN à La Havane ont fait savoir lundi à travers un communiqué les points d'achoppement avec le nouveau régime. En effet, son refus de reconnaître les accords passés sous la présidence de son prédécesseur et en imposant unilatéralement des conditions inadmissibles, ce gouvernement met fin au processus de dialogue visant à obtenir un accord de paix. Appel est donc lancé pour une reprise des pourparlers sans plus d'atermoiements. Le président Ivan Duque avait en fait exigé la libération de tous les otages détenus par l'ELN, estimés par les autorités au nombre de 16, en faisant une condition pour reprendre les pourparlers de paix. L'ex-président Santos avait reçu le prix Nobel de la paix après la signature de l'accord avec les FARC. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.